Une femme de cœur et de conviction, une militante féministe, organisatrice communautaire et figure emblématique de Québec solidaire. Puis elle est clairement le pogo le plus dégelé de la boîte. Affirmation, nous recevons Manon Massé. Affirmation, une série d'entretiens avec des personnalités de la diversité sexuelle et de genre qui ont changé les choses. Alors, je vais le dire tout de suite, Manon, pour la première fois, on va se tutoyer en ondes. Ah, ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, on n'est pas dans une émission d'information, on est dans une émission où on découvre la personne. Alors, je commence en te présentant, Manon Massé. Bienvenue à Affirmation. Ben, merci beaucoup. Tu es né à Windsor en 1963. Tu viens d'une famille ouvrière. Comment c'était ton enfance? Ben, écoute, premièrement, dans un petit village, Windsor, à l'époque, je sais pas, il y avait peut-être 2000 personnes, ish. Ben, moi, toute ma famille, soit du côté de ma mère et de mon père, étaient tous et toutes dans le village. Alors donc, des parties de Noël à 150 dans la salle, je connais ça. Et c'est ça, je viens de, comme tu l'as bien dit d'entrée de jeu, je viens d'une famille ouvrière. Mes grands-parents, de part et d'autre, travaillaient à la seule industrie qu'il y avait, qui est la Canada Paper, qui est la Domtar qu'on dirait aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui. Et ma mère, comme toute femme de l'époque, a travaillé jusqu'à temps qu'elle ait des enfants. Puis elle travaillait, elle, dans l'autre industrie qui embauchait les femmes, la Bag Mill, qui faisait des sacs de papier brun. Alors, ouais, j'ai connu ça. Jusqu'à l'adolescence, moi, mon père travaillait ses chiffres, c'est-à-dire, pour les gens qui ne savent pas, qu'il y avait des quarts de travail de jour, de nuit. Et donc, ouais, ça fait partie de mon identité. Ouais. Ça fait partie de ma fierté aussi. C'est un milieu, j'ai l'impression que tu as grandi dans un milieu aimant, un milieu ouvert, un milieu, une bonne famille. Oui, très, très bonne famille. Je suis très privilégié, j'en remercie la vie à chaque jour. Effectivement, parents et famille élargie, très aimants, mais parlons de ma famille nucléaire. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai eu la chance d'avoir les hommes dans ma vie, quand j'étais enfant, n'ont pas mélangé le cul puis l'amour. Ouais. Donc, j'ai jamais été abusé, il n'y a jamais eu de gestes d'abus à mon égard. Donc, je suis arrivé intègre, mais oh mon Dieu, Denis Martin, j'ai été choyé, j'ai été cajolé, j'ai été embrassé, Je pense que ça m'explique pourquoi j'ai pas de bulles. Ouais. Tu sais, hein, y a des gens qui ont des grosses bulles. Moi, j'en ai pas. Le monde sur la rue, je les connais pas, c'est sûr, s'il y a une attitude agressante, je me laisse pas. C'est autre chose, mais sinon, mes bras sont ouverts, puis j'ai une facilité à rentrer en contact avec les gens. Puis ça, je pense, je le dois beaucoup à l'amour et à l'expression de l'amour de mes parents. Et je peux pas m'empêcher une petite question vraiment mal commode. T'étais-tu une petite tannante? Non, j'étais assez, comment tu dis ça, audacieuse. Oui. J'étais assez audacieuse, téméraire. Très jeune, moi, je jouais dans le bois. Tu sais, mon côté butch, là, il vient pas de quand j'ai eu 18 ans, j'ai découvert que j'étais lesbienne, là. Je suis une tomboy depuis jour 1. Fait que donc, très... Puis on s'entend que c'est pas un défaut d'être une tomboy. Absolument pas. Moi, au contraire, même quand j'étais jeune, c'était tu sais, je viens de la campagne, alors... pas mal de femmes étaient tomboy. Tu sais, quand il faut que tu prennes les belles de foin puis t'es pitches sur la... Fait que, tu sais, la force physique, c'est pas quelque chose qui était réservé aux gars. Mm-hmm. Puis moi, j'aimais ça, aller jouer dans le bois, faire du canot. Fait que donc, mon rapport au territoire, mon rapport à l'espace et mon rapport à mon corps a toujours été d'être très à l'aise. Alors, tu me connais, tu sais pourquoi je pose ces questions-là? Parce que ça m'amène à te demander comment ça a modifié ta vision, comment ça a façonné ta vision du monde? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que, premièrement, ça m'a permis de comprendre que l'amour profond et sincère, tel des parents des parents aimants l'offrent à ses enfants, je pense que, sincèrement, c'est ça qui change le monde. Mm-hmm. Donc, ça guide mon action depuis toujours. Je pense que le fait d'avoir été élevé dans un village avec toute mon parentage proche, tu sais, moi, mon cousin François, c'était mon âme sœur.
Bien sûr, j'avais des amis, mais mes amis, c'était aussi beaucoup mes cousins-cousines. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup. Chez mon père, il y avait 12 frères et sœurs et ma mère avait 8 frères et sœurs. Donc, c'était pas long qu'on remplissait une salle, là. Alors, donc, le sens de la communauté, je pense que c'est ça. Mais aussi, mes parents étaient des gens, surtout ma mère, des croyants catholiques très engagés dans leur communauté. Et dans ce sens-là, je pense que le sens de la communauté, de la solidarité, de l'entraide que j'ai finalement intégré, je pense que ça vient aussi de là. Justement, tu parles de religion, tu as étudié en théologie, tu as même songé à la prêtrise, puis là, on sait que pourtant, tu es une femme, puis l'Église catholique ne permet pas aux femmes d'être prêtres. Qu'est-ce que tu cherchais dans la religion à cette époque-là? Ben, en fait, je poursuivais le chemin tracé par mes parents. Tu sais, avoir une foi, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui a toujours fait du sens. Je pense que la religion en a fait pendant un certain temps, assez pour aller étudier en théologie, comme tu l'as dit. Mais assez rapidement, j'ai découvert que c'était pas la théologie c'était pas la religion qui faisait du sens, mais bien mon rapport à l'humain. Donc, je suis plus un humaniste, puis tranquillement, j'ai avancé, grâce à un enseignement religieux diversifié, parce qu'avant de me retrouver en théologie canonique catholique à l'Université de Montréal, j'avais eu, en ouverture d'esprit, j'avais eu des enseignements au secondaire qui m'avaient présenté les différentes religions du monde. Alors, j'ai comme exploré, j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'ils pensaient pas mal tout pareil. Hein? Le message de fond, c'est on est tous des humains, fait qu'il faudrait s'aimer puis s'entraider. Puis l'autre message, c'est nous autres les meilleurs. Fait qu'un coup que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, OK, c'est pas ça le chemin. Et là, sur mon chemin, j'ai exploré aussi la religion bouddhiste. J'ai découvert des outils d'intériorisation importants comme la méditation. Mais là où j'ai trouvé principalement mes racines, je dirais, de foi profonde, c'est en l'humanité. Donc, c'est toute ma rencontre avec la spiritualité autochtone. Oui. C'est là où je me suis accroché. Donc, hein, parce qu'on sait que tu es quand même, de nos jours, très impliqué avec les premiers peuples. Donc, ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier. C'est pas improvisé. Écoute, la question qui tue, je la pose toujours. À quel moment est arrivé le point où Manon s'est dit « Ah, ben, je pense que les filles, ça m'intéresse. » Ben, c'est ma première amour. Quand je tombe en amour avec une femme, j'ai été pendant 5 ans, de 13 à 18 ans, j'avais un chum, super belle relation. J'ai vraiment aimé ce gars-là, puis il m'a vraiment aimé. Ceci étant dit, quand je suis tombé en amour avec ma première blonde, je me suis même pas posé de questions. Michel a été la première femme de ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me considère pas comme bisexuelle, je suis vraiment lesbienne. C'est les femmes qui m'attirent, qui m'ont... Oui, je pense qu'elles m'ont toujours attiré jusqu'à temps où je découvre l'amour. Puis là, c'est comme, regarde... Les gars, je suis désolé, vous n'avez pas de chance. Pour utiliser un terme religieux, c'était l'épiphanie. Oui, c'était l'épiphanie, absolument. Manon, tes parents, donc, on l'a dit, étaient des pratiquants, catholiques pratiquants. Comment ça s'est passé, cette révélation-là que toi, tu as vu? Est-ce que tu as partagé ça avec eux et comment ils ont réagi? Écoute, ça a été difficile. Mon coming out, moi, j'ai toujours dit, j'ai pas eu de coming out à faire, sauf à mes parents, parce que j'ai toujours été out. À partir du moment où j'étais en amour avec ma blonde. Sauf qu'avec mes parents, c'était plus difficile. T'as évoqué la raison principale. Ma mère était vraiment très pratiquante. Puis, tu sais, ces femmes-là, tu sais, ma mère aurait aujourd'hui pas loin de 96 ans. Donc, toute une époque où les femmes étaient les porteuses. C'est elles qui devaient transmettre la culture religieuse. Ça appartenait aux femmes, puis elle avait même failli être une sœur elle-même. Fait que pour elle, c'était bien important. Puis elle avait un grand, grand défaut que beaucoup de femmes ont
surtout de cette époque, qui portaient sur leurs épaules l'image de la famille, du couple à l'extérieur. C'était qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais. Et donc, j'ai pas, je te dirais, les années où j'ai été avec cette femme-là, Michel, j'ai pas été out auprès de ma mère et de mon père. Je l'ai été seulement après la rupture avec Michel. Ah ouais. Je l'étais auprès de mes frères et sœurs. Michel venait à toutes les parties de Noël, c'était mon ami Michel. Pour les parents, c'était ton ami, mais pour tes frères et sœurs, c'était ta ma conjointe, ta blonde. exactement. Oui. Et pour le reste de la planète, c'était ma blonde et j'étais lesbienne. T'sais. Fait que ça a été difficile. Moi, je trouve ça intéressant. Tu t'es affiché très jeune, à une époque où c'est... Parce qu'on a le même âge, à une époque, c'était les pas années 80, c'était pas si simple que ça. D'où... Puis tu l'as fait dans ton village, tu l'as fait en ville. D'où venait cette force? Moi, je dirais une force de caractère d'aller de l'avant. Parce que moi, je l'ai pas fait, ça. Ouais. Ben, peut-être que premièrement, je vais dire, je pense que c'était plus facile pour les filles que pour les gars. Il y a peut-être des filles qui seraient pas d'accord avec moi, mais je pense que l'ostracisme qu'on vivait, les gars, vous le viviez pas mal plus dur. Mais ceci étant dit, premièrement, j'avais la chance d'avoir, du côté de chez mon père, 2 oncles qui étaient gays. 2 sur 13, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et eux autres, le plus jeune, ça a été plus long, là, mais le plus vieux, je peux pas dire toujours, parce que toujours dans ma vie à moi, je l'ai toujours connu avec mon oncle, qui était pas mon oncle, mais qu'on appelait mon oncle. Fait que 2 mononcles ensemble, puis quand t'allais chez eux, il y avait une chambre à coucher. Bref, tout le monde le savait, personne n'en parlait, mais ils étaient les bienvenus dans les parties de famille. Donc, je pense que ça faisait partie de mon univers, alors qu'il y a des gens qui, à l'époque, jamais avaient rencontré une personne gay ou lesbienne. Puis l'autre côté, c'est parce que, je suis depuis toujours profondément marginal. Tu sais, vivre dans les marges, c'est pas quelque chose. Marge parce que je viens de la classe populaire, marge parce que je suis une tomboy, marge parce que je suis pas bonne à l'école, marge... Tu sais, vivre dans la marge, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Alors, je pense que ça m'a facilité la vie. Alors, je vous rappelle que nous sommes en entrevue à Affirmation avec Manon Massé. Manon, militantisme, on va parler de militantisme parce que ça fait... Je pense que dans le dictionnaire, éventuellement, ils vont mettre ta photo à côté du mot. Sérieusement, militantisme de gauche en plus. Oui. Alors, tes débuts se font dans le centre-sud à Montréal, notamment et aussi à Hochelaga-Maisonneuve. Qu'est-ce que ces quartiers-là t'ont appris et qui ont fait que tu... t'es impliqué autant au niveau du militantisme? Ouais. Ben, écoute, je dirais même que ma conscience de l'engagement, si on prend le militantisme comme étant une conscience de la nécessité de s'engager, je te dirais cette conscience-là, elle est même antérieure à mon arrivée dans le centre-sud, puisque dès mon adolescence, j'ai eu la chance, tu sais, à l'époque, on appelait ça la pastorale sociale. Oui. Aujourd'hui, on appellerait ça milieu de vie ou je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, l'idée, c'était d'avoir un endroit à la polyvalente où on pouvait être en contact avec des gens qui avaient une vision du monde. Bon, c'est sûr, on parle de pastoral, donc c'était basé sur les enseignements de Jésus-Christ, mais ceci étant dit, c'était pas du proxélytisme, là, tu sais, c'était vraiment... Fait que moi, dès le secondaire, en suivant les pas de ma plus vieille sœur, on vient d'une famille catholique. Je me suis engagé, je me suis impliqué à la pastorale. J'ai fondé un café étudiant dans mon école secondaire. J'organisais des camps. On appelait ça de croissance personnelle, si on veut. Alors donc, moi, c'est la pastorale de gauche qui m'a formée comme militante. Et quand je suis arrivé à l'université en théologie, comme tu le disais tantôt,
un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté mes études? Parce que j'ai pas de bac. Là. J'ai arrêté mes études parce que, justement, un des écrits bibliques, Matthieu 25, je m'en souviens, ça m'a marqué, qui dit « J'avais soif, tu m'as donné à boire, j'avais faim, tu m'as donné à manger ». Les plus vieux se souviennent de ce cantique, c'est pas un cantique, mais de ce verset-là. Ben moi, c'est à la lecture et à l'étude de ce verset-là où j'ai fait « Ben voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est pas ici que je vais réaliser ce que je sens profondément que j'ai à réaliser, c'est-à-dire changer le monde. » Et c'est là où la vie m'a amené dans le Centre-Sud, au comité social Centre-Sud, dans une approche qui s'appelle l'éducation populaire, qui est une approche qui me colle à la peau, parce que c'est une approche qui s'appuie sur l'intelligence de tout le monde et non pas seulement de la personne qui est allée à l'université. Alors donc, j'ai commencé là et ça m'a nourri et de mettre les gens en action parce que l'approche d'éducation populaire, c'est de connaître les situations dans lesquelles on vit, de les comprendre et d'agir pour les transformer, ben c'est l'histoire de ma vie. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi et que je suis devenue la femme que je suis. Tu cites la Bible et depuis tantôt que ça me brûle de te poser la question. Finalement, que l'on croit ou pas, le message surtout des évangiles, c'est un message fondamentalement humaniste. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit d'entrée de jeu, tu sais, quand mon exploration des différentes religions, je parle pas des sectes, je parle vraiment des grandes religions théistes qui ont un Dieu. Mon constat, c'est que à la base, fondamentalement, l'amour et l'entraide, c'est les valeurs de fond. Pour nous, les catholiques, c'est fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent. Ouais. Tu veux-tu plus solidaire que ça, toi? Ouais. Et c'est aimez-vous les uns les autres. Alors, ben, je pourrais prendre chacune des religions, puis c'est la base. Fait que donc, oui, après ça, ce que les religions en ont fait... C'est autre chose. C'est autre chose. Et même pour moi qui ai étudié les évangélistes, ça demeure des écritures pour structurer une religion. Les messages, le Coran est crissement intéressant. Le Talmud est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Sauf que les religions qui les ont portés ont exclu 50% parce que les religions sont patriarcales. Donc, exclut les femmes. Donc, les femmes n'y étaient pas invitées, même si elles étaient souvent, fondamentalement, à la base de à la base parce qu'elles donnaient naissance à tous ces messieurs. C'est incroyable. Manon, on dirait que tu suis mon plan d'entrevue parce qu'on arrive exactement là, parce qu'en 95, tu organises la logistique d'une marche historique. On parle de la marche des femmes. La marche des femmes contre la pauvreté. Ouais. Voilà. Quel souvenir gardes-tu de ça? Oh mon Dieu, Denis Martin, pour moi, c'est ça qui m'a... Tu sais, souvent, tu m'entends dire dans l'entrevue, ça le fait de la femme que je suis... ça a fait la femme que je suis. 1995, la marche du pain et des roses, c'est premièrement là où je deviens profondément féministe. Avant ça, j'avais pas encore catché que la pauvreté avait un sexe, puis il est féminin. Ça se confirme partout sur la planète et ici. Je dis pas qu'il n'y a pas de gars qui sont pauvres, parce que je dis juste que de façon statistique, c'est clair, les femmes sont moins riches que les pauvres et sont souvent plus pauvres que les pauvres. Alors, donc, c'est ça. Et la sororité, le travail ensemble, ça m'a permis de développer plein d'aptitudes. Tu sais, j'avais le début de trentaine. C'est moi qui étais responsable des 10 jours de marche des 850 femmes, de les loger, de les déplacer, de les nourrir, de m'assurer que la sécurité est en place. Bref, j'ai pu mettre au service tous mes talents. Et ça m'a été rendu au centuple puisque j'ai pu développer toutes les habiletés qui fait la politicienne que je suis aujourd'hui. Et pourtant, j'étais derrière. C'était Françoise David qui était la figure de proue en 95. Moi, j'étais derrière. J'ai toujours été derrière. Même quand on a fondé Québec solidaire en 2006, j'étais encore là derrière. Mais ça m'a permis de développer les talents nécessaires pour faire ce que j'ai fait depuis 20 ans maintenant. Tu parles de Françoise David, qui a quand même été une figure de proue aussi à Québec solidaire. Ouais. Vous avez été unis dans l'action. Qu'est-ce qui vous unissait tant que ça?
Écoute, c'est vraiment spécial parce que en dehors de notre tête de cochon puis de vouloir changer le monde pour Oui, parce que je s'assurer... pense que Françoise a aussi une tête de cochon. Oh my goodness, bien plus J'espère que moi. qu'on peut dire ça, hein? Ça Ah oui, ne on va peut pas se dire fâcher contre moi. Oh non, pas en tout. Ni contre moi, elle le sait. Je pense qu'elle en tire même une fierté. Mais c'est aussi une femme qui sait être à l'écoute. Je pense que ce qui nous a unis, c'est notre désir profond de la justice sociale et de l'égalité pour les femmes et l'égalité entre les femmes elles-mêmes. Là. Tu sais, Françoise, c'est une femme qui s'est battue toute sa vie. Elle continue de le faire à sa façon pour que les femmes aient accès à une réelle égalité. Alors, je pense que c'est là-dedans qu'on s'est unis à Dupin-des-Roses. C'est là que je l'ai rencontré, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et, C'était à quelle année, Dupin-des-Roses? Dupin-des-Roses, c'était 95, mais moi, j'ai connu Françoise à l'organisation, donc en 94. Après ça, on a organisé la Marche mondiale ensemble. On a fondé Québec solidaire. Option citoyenne ensemble, on a fondé Québec solidaire ensemble. Elle a été notre première femme élue à Québec solidaire. Notre première porte-parole féminine. Bref, j'ai beaucoup d'admiration et c'est surtout maintenant, après toutes ces années, une grande amie à moi. Tu te parles toujours de vous avez travaillé à l'extérieur des structures. Oui. Pourquoi? Ben parce que changer le monde, ça nécessite un changement de minding, pas seulement au niveau des structures, excusez-moi pour l'anglicisme, je veux dire un changement de paradigme, mais pas seulement au niveau des structures. Les structures doivent, le système doit changer, mais le système, il changera pas par lui-même. Il nous fait jamais de cadeaux. Les pauvres, on n'a jamais de cadeaux. Les femmes, on n'a jamais rien eu gratis. Puis regarde encore aujourd'hui, on s'est battu pour des questions aussi simples que le droit de notre corps. Là, il y a des remises en question fondamentales sur la question de l'avortement. On pense que c'est au sud que ça se passe. On pense que c'est à l'ouest dans le reste du Canada. Je m'excuse. C'est ici au Québec avec un développement massif de groupes qui, sous le couvert de se faire passer pour des groupes de compassion et d'accompagnement des femmes enceintes, sont juste là pour les convaincre de garder les bébés puis les donner en adoption. Je veux dire, ça, c'est de faire reculer le Québec dans les années 50. Et, mon Dieu, j'ai perdu un peu le sens parce que je me suis emporté, mais c'est pour te dire qu'il faut changer. Quand la mentalité du peuple est conservatrice, les gens qui, comme moi, Françoise, sont là pour l'égalité des chances, pour le bien commun, ben on a la vie dure. Tout à fait. Ben, en fait, je posais la question parce que je voulais entendre l'indignation, parce que je pense que c'est un sentiment qui est très important chez toi. C'est mon moteur. C'est mon moteur. Moi, c'est pas la colère qui me guide, c'est l'indignation. Des fois, je suis en colère. Je suis capable d'être en colère. Mais, j'en doute pas. Mais ce qui me donne du gaz à tous les jours depuis 50 ans, 45 ans, c'est vraiment l'indignation face à l'injustice. Moi, Denis Martin, je ne comprends pas que tous les êtres humains ne soient pas égaux en droit et en dignité. Je comprends pas ça. Je n'accepte pas ça. Moi, j'ai pas choisi où je suis né. Toi, t'as pas choisi où t'es né. J'ai pas choisi d'être lesbienne. Oui, j'ai choisi de le vivre, mais je suis né lesbienne. Alors, comme il y en a qui naissent actuellement en Palestine, à Gaza. Tu penses-tu vraiment qu'ils ont choisi de naître là? Non. Comment se fait-il qu'il y en a des humains qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur d'autres humains? Je n'accepte pas ça. Alors, toute ma longue marche de ma vie, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, c'est guidé par ce sentiment profond que l'article 1 de la Déclaration des Nations Unies, là, cette fameuse déclaration qu'on oublie un peu trop souvent, que l'humanité a écrit après avoir fait les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on devrait s'en rappeler. L'article 1, c'est tout être humain naît égaux en droit et en dignité, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce que c'est pas ça que le système capitaliste laisse arriver. Et moi, je vais prendre George Orwell. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Oui, malheureusement. Et ça t'a motivé toute ta vie. Et je sais que tu as été militante auprès des gens qui étaient très pauvres, très démunis. On parle des quartiers populaires de Montréal. Ouais. Comment tu faisais pour rentrer chez toi le soir et pas vouloir tout arracher, te fâcher? Parce qu'il y a vraiment des injustices, là.
Les gens de la pauvreté, c'est abject. Wow. Oui, puis tu sais quoi, c'est vraiment décourageant parce que là, elle va en augmentant. C'est comme si mes 35 ans de militantisme, à cause du courant de droite mondial actuellement, à cause d'une vision très mercantile de la vie, j'écoutais encore le premier ministre hier qui annonçait sa démission. Il fait un bilan positif de son passage, un bilan économique positif de son passage. Il m'a dit, mais voyons donc, où est-ce qu'il vit, lui? Moi, là, quand je marche dans mon quartier, puis tu sais, tu marches dans le même quartier que moi, je le vois bien que la pauvreté, elle a augmenté. Quand je vois que 25% des gens qui se retrouvent à la rue présentement, c'est des gens qui ont été évincés par des propriétaires spéculateurs qui en ont rien à cirer de savoir ce qui va arriver à ces gens-là. Oui, ça m'indigne, mais pour moi, l'indignation n'est pas c'est une responsabilité. J'ai pas envie de mettre des bombes. Oui, des fois, j'ai envie de mettre des bombes. Mais c'est pas ça que ça m'amène comme énergie. Ça m'amène, en fait, ça me ramène à... Tu sais, Denis Martin, si toi et moi, on est là présentement et on a la chance d'exister en 2025... 26. 26, oui, c'est vrai, on est rendu là. C'est que il y a 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, 5 millions d'années, il y a des humains qui ont décidé qu'on devait continuer à vivre, et ça, c'est à travers la solidarité puis l'amour de l'autre. Puis c'est pas religieux ce que je te dis là, c'est juste humain. Si tu sèmes la haine, comme le fait le PQ puis la CAQ actuellement, t'es en train de mettre en péril l'humanité. Puis moi, je suis une femme d'amour. Ben oui, on l'a dit, mes parents m'ont tellement aimé que j'ai rien que ça à donner, moi. J'ai pas de haine à donner. Moi, mes adversaires politiques sont pas des ennemis, c'est des adversaires, parce qu'on pense pas pareil. Mais je souhaite pas leur mort, là. Je sais qu'il y en a là-dedans qui souhaitent ma mort. Juste parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait moins la possibilité d'engranger de l'argent, parce qu'il y en a qui en ont pas assez pour être capable de se payer un panier d'épicerie. Un ménage sur 5 au Québec. Mm-hmm. Fait appel à la banque alimentaire. Qui font appel à une banque alimentaire. 4 enfants au Québec arrivent à les 4 enfants sur 10? Sur 10. Non. C'est un... je veux pas mêler. Mais il y a beaucoup trop de pauvreté dans un pays beaucoup aussi. Beaucoup trop d'enfants qui vont à l'école le ventre vide. Exact. Qui manquent qui manquent de cet amour que tu trouves important. Qui manquent de nourriture. Moi, je suis sûr que ses parents les aiment, ces enfants-là. Mais les parents, s'ils travaillent au salaire minimum, puis le gouvernement n'est pas prêt à augmenter le salaire minimum, ça va mettre en péril les entreprises. Non, mais là, ils mettent en péril la vie des enfants. On est de retour, donc, à Affirmation, une série d'entrevues dans balado-diffusion et en émission aussi, parce qu'on est diffusé sur Canal M, avec des personnalités, des gens qui ont fait du grand changement, qui ont aidé les communautés de LGBTQIA+. Je le dis très rapidement, puis pas de faute dans ce que je dis. Et mon invité aujourd'hui, je fais la blague parce que c'est une personne qui a un très bon sens d'humour et qui fait beaucoup dans ces communautés-là. Manon Massé, qui va bientôt quitter d'ailleurs la politique, mais on va parler de ton entrée en politique, Manon. Mm-hmm. Ça, c'est la dernière partie, c'est terminé, puis j'ai vu beaucoup d'émotions en toi. J'ai même vu que ça te troublait de parler de cette pauvreté abjecte. Alors, tu as décidé d'aller en politique. Pourquoi? Justement, pour continuer mon engagement profond à changer le monde. Mon objectif n'était pas d'être élu puis de faire un salaire de 130 000 $ par année. Moi, j'ai toujours travaillé dans le communautaire. Je n'ai toujours eu bien en masse pour... pas bien en masse, pas vrai. On est sous-payé, mais je n'ai toujours eu en masse pour vivre. Moi, j'ai fait ça pour une seule chose, c'est que je croyais profondément que... Tu sais, ça faisait 35 ans que je militais pour l'amélioration des conditions de vie des Québécois et Québécoises. Puis je voyais bien que j'étais toujours tourné vers le gouvernement du Québec. Pour demander des meilleurs services publics, que l'éducation, ça se passe mieux, que l'aide sociale permette au monde de vivre dans dignité, etc., etc.
Ben, je me suis dit, s'ils sont pas capables de faire le job, je vais aller la faire à leur place. C'est ça ma première motivation. C'est ce qui a donné, avec mes acolytes du temps, la naissance de Québec solidaire. Il y a 20 ans, cette année, le 6 février, ça va faire 20 ans. Mais ça a commencé par Option citoyenne? Effectivement, en 2002, Option citoyenne. En 2002, ouais, 2002, 2003, et là, je m'en suis. Ah oui, moi, j'ai pas la date, ça. C'est pas grave. Donc oui, par Option citoyenne, un mouvement citoyen avec Françoise, David, François Saillant, Alexa Conradi. On était une couple comme ça qui, en fait, sentait le besoin de que tous les efforts qu'on avait mis à mobiliser les citoyens et citoyennes autour de la Marche mondiale des femmes, autour du Sommet des Amériques, donc toutes des actions de résistance pour lutter contre la pauvreté, ben ces énergies-là, on était capable de les utiliser pour fonder un parti politique qui, lui, serait réellement à gauche. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a fait en 2006 avec Québec solidaire. Donc, Québec solidaire, 2006, ça a pris 5 élections pour que tu puisses être élu député. Imagine. Ça prend du... La tête de cochon. Ouais, ben, c'est toi qui le dis. Ouais, c'est moi qui le dis. Alors, tu aurais pu dire détermination, mais moi, je vais dire tête de cochon parce que, j'aurais pu me présenter dans n'importe quelle autre circonscription, mais pour moi, Sainte-Marie-Saint-Jacques, le centre-sud de Montréal, le village, c'était là que ça faisait du sens. C'était là que ça faisait du sens parce que je connaissais ces gens-là, ce milieu-là. Et ils t'aimaient, ces gens-là, aussi, en retour? Écoute, pour que ça ait pris 5 fois, ils m'aimaient peut-être pas beaucoup encore. Ils te connaissaient peut-être pas assez? Ils me connaissaient pas. Ah, et voilà l'enjeu. Les gens oublient. Maintenant, je suis connu, puis tout le monde m'aime. Mais les gens oublient que moi, je suis arrivé là, j'étais nobody, là. Et c'est ça la beauté de Québec solidaire. Mais moi, je te connaissais parce que je t'avais vu comme activiste dans les... Je te voyais aller, puis on se connaissait de ça. Mais c'est vrai que peut-être que la majorité des gens, tu n'étais pas connu. Exactement. Puis c'est sûr, quand tu te présentes 5 fois, tu fais 5 élections. Entre 2006 et 2014, j'ai eu 5 élections. Ouais. J'étais toujours en élection, mais je travaillais à temps plein. Moi, là, je travaillais au Centre des femmes de Laval à temps plein à l'époque. Aïe. Mais ceci étant dit, cette tête de cochon-là, elle était là pour une chose, c'est que moi, je suis pas allé en politique pour faire de la politique. Je suis allé en politique pour changer le monde. Puis là, j'étais au cœur de la tourmente, de là où les gens... Tu sais, l'homophobie, la transphobie, là, si tu veux savoir c'est quoi, promène-toi dans le village. T'as toujours un cave qui a un douchebag, comme disent les jeunes, qui va arriver à un moment donné puis qui va lâcher une phrase de haine. Envers les gens de la communauté. J'en ai subi. Non, toi aussi, j'imagine, oui. Sûrement. Moi, j'ai l'avantage, je suis sourde. Alors, ça sert à quelque chose, des fois, de pas entendre. Vous pouvez me crier dessus. Non, c'est pas vrai. Moi, je sème l'amour. Quand je pense à l'itinérance, tu sais, l'itinérance, c'est le bout de ligne, là. Le continuum, c'est... fait 30 ans qu'il se construit pas assez de logement social. Les gens ils sont plus capables de se payer le logement. Ils se font mettre à la porte de leur logement quand ils ont un logement depuis 20 ans qui paye encore 550 ou 600 piastres. Ils sont pas capables de se retrouver un logement. Ils se retrouvent à la rue. C'est dur. On est en pleine crise des opioïdes. Les services de santé mentale répondent plus parce qu'il y a des coupures depuis Charest, puis encore dernièrement avec le gouvernement de la CAQ. Bref, on est dans un terreau qui vit la misère humaine. Mm-hmm. Puis moi, c'est là que je trouvais que tout mon sens politique trouvait ses racines. Fait que c'est pour ça que je me suis entêté à me présenter dans cette matière. Mais là, tu te retrouves dans un parti politique à l'opposition avec pas autant de pouvoir. C'est quoi la marge de manœuvre ou le champ d'action que peut avoir une députée comme toi? Ouais. Écoute, c'est sûr que moi, mes rêves pour les réaliser, puis les rêves de Québec solidaire, parce que, comme je dis toujours au monde, vous me trouvez bien smart, mais vous n'avez pas compris encore que ce que je porte, c'est ce que porte Québec solidaire. je veux dire, c'est pas... 100% de la plateforme de Québec solidaire, je suis d'accord avec. Ça, il y a très peu de gens qui peuvent dire ça. Moi, je peux dire ça. Et je le dis sans scier des yeux parce que j'ai assisté à chacune des étapes de la mise au monde de ce programme-là. Mais qui a été diabolisé, hein, on se rappelle. Bien sûr. Et là, je vais reprendre Michel David qui a dit que tu as rendu Québec solidaire rassurant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi?
Écoute, merci Michel. Michel David, qui est chroniqueur au Devoir, oui, j'aurais dit. Oui, c'est ça. Oui. J'ai rendu Québec solidaire rassurant. Pourtant, je suis assez radical. J'ai jamais caché ma radicalité. Puis Michel aime pas beaucoup les gens radicaux. Je sais pas. Faudrait-tu une demande? Moi, je pense que ce que j'ai amené de vraiment précieux dans la politique, pas seulement à Québec solidaire, parce que Québec solidaire n'a jamais hésité d'avoir une femme à moustache comme candidate. Là, j'ai été la première. Mm-hmm. Hein, on venait de se fonder, puis un mois plus tard, ma face était ses poteaux. Mais ce que je pense que j'ai apporté dans la politique québécoise, et plus largement parce que les gens m'en parlent aussi, tu parlais de la France tantôt, oui c'est vrai, puis dans le reste du Canada, c'est de dire, OK, on peut être marginal, puis avoir notre place au Parlement du Québec. Je pense que ça a pris du temps. Moi, au début, là, on riait de ma moustache, là. Ben justement, oui. Cette Hein? moustache-là, parlons-en de la moustache. Parlons-en de la moustache, T'avais quand même des commentaires désobligeants. Vraiment. Comment Même toi... François Legault, comme premier ministre, Ouais. s'est permis de traverser une ligne, s'est excusé. Ouais. Je pense que... Mais ça fait juste témoigner de comment c'était hors norme d'avoir une femme qui assume sa moustache à l'Assemblée nationale. Bon, moi, je t'ai déjà fait la blague que t'en avais pratiquement plus que moi, mais ça, c'est entre nous. C'est ça, exactement. Mais tu l'entretiens mieux que moi. Mais je suis vraiment curieux de savoir comment tu as reçu ça. Je sais que quand on est en politique, on essaie de pas laisser ces trucs-là paraître que ça nous affecte, mais ça a dû t'affecter. Ben, écoute, c'est que je suis arrivé là déjà pas mal exercé. Ah, Dans le sens, je te disais, la marginalité, c'est quelque chose que j'ai toujours flirté avec, là. J'ai toujours été marginal. Mais ma moustache a toujours fait partie de moi. Et mes amoureuses m'ont toujours trouvé belle. Alors, je me suis jamais posé la question vraiment beaucoup. Oui, c'est blessant, mais ce qui est le plus blessant, c'est le mépris avec lesquels les gens... oui. Tu sais, je me souviens, la première fois que je me suis présenté, on recevait des courriels dans ma boîte de candidate qui disaient Madame Massé, je travaille pour telle firme de communication. Je vois que vous êtes très mal conseillé par vos conseillers de communication. Appelez-moi, je suis prête à vous faire ça pro bono. Je pense que les gens pouvaient pas estimer que j'étais capable de passer au travers de ça. Puis moi, j'ai passé au travers très simplement, Denis Martin. Mon parti n'en a pas de problème avec ça. Alors, quand les gens qui t'entourent, ta blonde te trouve belle, ton parti n'a pas de problème avec ça, puis toi, tu t'assumes. Puis moi, j'avais toujours dit aux femmes avec lesquelles je travaillais, tu sais, au Centre des femmes, je travaillais déjà depuis une dizaine d'années, j'avais toujours dit aux femmes, soyez celles que vous êtes. Mm-hmm. C'est ça, votre beauté. Alors, imagine si je m'étais enlevé la moustache le jour 1 où je m'en vais en politique, je venais d'envoyer le message à ces centaines, ces milliers de personnes-là, de femmes-là. Ouais, vous êtes belles, sauf... Ouais. Non. Alors, j'ai toujours assumé... Tu as même fait le débat des chefs. J'ai fait le débat des chefs tel quel. Oui. Tel quel. Puis c'était 0. Non. Puis même, il y a même une année, je me souviens plus c'est laquelle, c'est 2007 ou 2008, on avait une nouvelle personne au parti, elle avait photoshopé ma photo de pancarte. Non. J'ai refait faire les pancartes. Mm. Parce que je ne... en fait, les pancartes n'étaient pas imprimées, ils nous envoient les bleus avant les prints. J'ai fait, voyons, c'est pas moi, ça. Puis là, je jase avec la fille, elle dit, non, tu retournes à la photo initiale. J'assume pleinement. Puis, tu sais que le plus grand cadeau, depuis que j'ai annoncé mon retrait de la politique partisane, le plus grand cadeau que je reçois, c'est celui où les gens me disent, tu sais, Manon, grâce à toi, je sens, il y a deux choses, soit que je sens que j'ai ma place dans la société, je sens que je pourrais même faire de la politique, ou j'accepte mon corps tel qu'il est. Ça, là, c'est... Je me dis, OK, c'est comment t'appelles ça? Les bénéfices marginaux de la job, tu sais. Ça vaut bien plus que le salaire. Moi, si le monde sont bien dans le pot, juste parce que moi, j'ai assumé la peau que j'ai et que j'aime, je me dis, let's go, gang, on continue.
C'est de même qu'on change le monde. J'allais te demander, de quoi es-tu le plus fier de ton engagement de 12 ans de politique? C'est donc ça? C'est la réponse que je t'aurais donnée, sérieusement. Mais en termes de politique, en termes de projet de loi ou de débat, qu'est-ce que tu retiens de tes 12 ans dont tu es la plus fière? Ouais. Ben, tu l'as dit d'entrée de jeu, d'être dans l'opposition, c'est d'être à la merci du bon vouloir du gouvernement. Surtout que moi, j'ai été là pendant 3 gouvernements majoritaires. Alors ça veut dire, pour le commun des mortels, je vais vous le dire, t'as beau t'épivarder dans l'opposition, tu peux rien changer si le gouvernement n'a pas l'esprit ouvert. Parce qu'ils sont majoritaires, fait qu'ils votent toujours dans le même sens, fait que t'es dans la marde. Mais il y a des fois, je l'ai vécu, puis là, je vais te parler de ma fierté. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été rapidement sensibilisé à la réalité qui n'était pas très connu et c'était pas très ouvert dans nos communautés LGBTQIA2S+, la réalité des personnes trans. Marie-Marcel était pas mal tout seul dans son monde à crier puis à exiger du respect. Et on parle de Marcel qui avait fondé la TQ. La TQ, exact. L'Aide aux trans du Québec, oui. Et moi, j'ai découvert un monde que je connaissais pas et j'ai vu que parmi les marginaux, c'était les plus marginalisés. Puis rapidement, j'ai mangé mes croûtes, j'ai fait mes devoirs, j'ai appris et on a été capable, de faire en sorte que le gouvernement libéral de l'époque adopte des règlements intelligents en matière de changement de marqueur de genre à l'état civil. Et on a pu, parce qu'on a convaincu la ministre de l'époque, Stéphanie Vallée, de la nécessité d'avoir un projet de loi pour donner aux enfants trans des droits et la reconnaissance de leur droit de pouvoir décider de leur corps à partir de l'âge de 14 ans. Alors ça, c'est moi qui s'est battu pour ça. Stéphanie Vallée avait de l'ouverture. Elle a fait un excellent travail. On a travaillé main dans la main avec le PQ à l'époque, qui ne remettait pas en cause l'identité de genre. Et avec la CAQ aussi, on a fait atterrir la loi qui, aujourd'hui, donne aux enfants trans le pouvoir sur leur corps. Fait que moi, mais je pourrais te parler du projet de loi sur l'interdiction d'exploration minière et gazière pour les gaz et le pétrole au Québec. Ça aussi, là, la CAQ n'aurait jamais été là si Québec solidaire, et moi en particulier, parce que c'était mon dossier, j'avais pas tapé là-dessus. Fait que voilà, 2 petites fiertés. Puis pour le reste, c'est d'avoir été Manon Massé dans un monde qui veut pas trop voir la différence. Puis d'avoir été une tête de cochon. Une petite tête de cochon. Manon Massé, je pense qu'on va avancer dans cette discussion sur ta décision de quitter la politique. Je ne veux pas trop aller dans tous les détails, mais tu as eu des ennuis de santé, ennuis cardiaques, tu as eu des opérations en 2023-2024. Ça a été, est-ce que c'est ça qui a été le signal d'alarme que peut-être qu'il fallait passer à autre chose? En fait, ça a été le signal d'alarme qui était temps que je lâche le porte-parole là, parce que j'étais député à temps plein et porte-parole de mon parti pendant 8 ans. Ça use sa madame. Puis je pense que le cœur m'a envoyé, le cœur qui est mon principal outil de travail, comme tu sais, m'a envoyé un signal comme quoi là, il fallait que je prenne soin de moi. Mais le fait de me retirer, ça c'était en 2024, donc de lâcher le porte-parole là et de me retrouver simple député, ça c'était un choix bien intelligent de ma part, mais le fait de ne pas me représenter, j'ai pris cette décision-là cet été, pas cet été, mais à l'hiver dernier, et pour moi, c'était... Je pense que j'ai fait le tour du jardin. Tu sais, je suis une militante. Moi, je suis pas une politicienne. Oui, j'ai fait de la politique. Je suis pas une spécialiste de com, mais je fais plein de communication. Mais mon objectif, c'est de changer le monde. Et quand j'ai fondé Québec solidaire il y a 20 ans, ce que je souhaitais, c'est d'être capable de préparer un véhicule partisan de gauche, assumé, indépendantiste, assumé, qui serait prêt pour la nouvelle génération. Parce que moi, j'ai plus de 60 ans maintenant, et ce véhicule-là, il est prêt. On a fait la démonstration que Québec solidaire
est capable de jouer son rôle parlementaire et éventuellement gouverner le Québec. Mais là, ça va pas bien. Les sondages sont pas bons, là. Ben, effectivement, mais ça, c'est la réalité de la gauche partout à travers le monde. C'est vrai. Je veux dire, qui possède les moyens de production? Qui possède les moyens de communication, à part, bien sûr, les OSBL comme ici? Qui possède qui sont majoritaires en Chambre? C'est la droite. Mm-hmm. C'est ceux qui sont les possédants. C'est ceux qui se mettent au service du capital. Hein? Et quand tu te mets au service du capital, t'oublies que l'argent, ça se mange pas. Mm-hmm. C'est au service du peuple qu'il faut se mettre. Puis quand les loyers montent en flèche comme actuellement, puis que le premier ministre, qui est démissionnaire, se vante d'avoir amélioré le revenu disponible du monde, il finit jamais sa phrase parce que le revenu disponible du monde, c'est du 20% les plus riches. Ça, c'est vrai, il l'a augmenté. Pour toutes les autres, c'est pas la réalité. Mm. Alors, moi, comment dire... Je vais continuer J'ai toujours travaillé pour la justice sociale. Je vais continuer tant et aussi longtemps que ça ne sera pas arrivé. Mais je pense que le véhicule Québec solidaire existe. Ruba Gazal, Sol Zanetti, notre nouveau duo de porte-parole, sont rafraîchissants. Ruba est une femme de la loi 101. Elle démontre à François Legault puis à PSPP que d'être immigrant... Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon, que d'être une femme immigrante peut être une femme souverainiste, qui a une adoration pour la langue française, pour le peuple québécois, et que quand elle est arrivée ici, ça a pris plusieurs années pour que ses parents parlent français. Pourquoi? Puis ça peut le dire à la CAQ, mais parce que leur objectif, c'était de survivre. C'était pas d'être à l'aide sociale. C'était de travailler pour être capable de faire vivre leurs enfants. Mm. Alors, moi... Tout dans tout, le véhicule est prêt, on a un beau duo de porte-parole, puis moi, j'ai d'autres choses à faire pour changer le monde. C'est ce que l'avenir me réserve. Ça n'a quand même pas dû être une décision facile à prendre. Non. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent à toi dans ta circonscription. Les gens m'en veulent un peu, ils comprennent tout. Il n'y a personne qui est vraiment choqué, mais... Je pense que j'avais suscité beaucoup d'espoir. Encore ce matin, on m'a dit « Hey, Manon, François Legault s'en va, tu vas pouvoir être première ministre. » Bon, il y a toujours de l'éducation populaire à faire sur le système politique au Québec. Mais c'est clair que je n'abandonnerai pas les gens. Je ne serai pas capable parce que je vais mourir militante. T'as ça tatoué sur le cœur? Sur le cœur. Les communautés ont beaucoup fait appel à toi parce que tu représentes la communauté, en fait, la circonscription où il y a le village qu'on dit le village inclusif, où toutes les communautés de la diversité sexuelle et de genre se rassemblent. C'est un lieu de rassemblement. Exact. C'est même un lieu de refuge. Hein? Oui. Je l'ai fait reconnaître à l'Assemblée nationale il y a 5-6 ans. En 2017, je crois. Encore une chose que tu as faite, ça. Une autre affaire que j'ai faite, je voulais que l'Assemblée nationale reconnaisse que le village, oui, c'est à Montréal, oui, c'est dans mon comté, mais c'est les gens de partout au Québec qui s'y retrouvent pour prendre refuge parce qu'ils vivent dans la marge, parce qu'ils sont de nos communautés. On vit encore de l'homophobie, de la transphobie. Alors donc, maintenant, mes amis, l'Assemblée nationale du Québec a reconnu que le village montréalais est un lieu de refuge pour tout le monde de nos communautés. Je vais sortir un peu du cadre de ce que j'avais prévu pour l'entrevue, mais j'ai une question qui est très importante. Il y a le Lemkin Institute on Genocide, puis il y a d'autres grands experts du monde qui commencent à dire, là, on voit les signes avant-coureurs d'un génocide. On parle du mot génocide trans aux États-Unis. Est-ce qu'on est à l'abri de ça au Québec? Je veux pas alarmer, mais on veut pas être alarmiste, mais on n'a pas le choix. Mais quand tu sèmes la haine, quand tu remets en cause que une drag queen, donc un gars qui se déguise, qui est enseignant au primaire et qui se déguise pour aller faire de la lecture de contes dans une bibliothèque pour faire aimer les livres aux enfants. On parle de Barbada, Franfreluche, elle se déguisait, Franfreluche. Oui. Quand tu vas là, t'es dangereusement en train d'envoyer des messages qui peuvent facilement revirer dans des messages de haine, surtout quand ce qui se passe, on parle beaucoup au sud, mais on peut parler à l'ouest, ou dans le reste du Canada, on peut parler en Alberta. En Alberta. Qui a évoqué la clause de dérogation pour retirer des droits aux personnes trans. Oui.
Alors, oui, je pense que... puis d'entrée de jeu, on va se le dire, là, les personnes trans sont, dans nos communautés, celles qui sont les plus violentées, les plus tuées. Tout à fait. Il en meurt à chaque année. Les femmes trans particulièrement, parce que les gars trans passent plus rapidement, plus facilement. Alors, oui, malheureusement, je suis obligé de dire oui. Et, moi, ce que ça fait, c'est que, voilà, nous, les alliés, là, come on, debout, là. Ouais. Faut qu'on le dise, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos voisins, nos voisines. Ils veulent juste vivre comme ils sont. Fait que, let's go, debout, faut qu'on se tienne les coudes. Ce qui m'amène donc, justement, parce que j'entends encore la passion, la détermination, tout ce qui vient avec l'indignation, détermination, la tête de coq. J'aime beaucoup cette expression-là. Peut-être de pouvoir le dire à la radio. T'en as une toi-même, c'est pour ça. Oui, puis j'aime de pouvoir le dire à la radio, ça me fait tellement plaisir. Ça fait du bien. Hein? Mais je t'amène là-dessus parce que je sais que tu veux pas parler de ce que tu vas faire une fois que il y aura eu les élections et que tu seras rendu dans ton autre vie, quand tu auras fait ta transition, tu sais. Mais... j'imagine que tu pourras pas rester à l'extérieur de tous ces débats-là. C'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que lorsque j'ai pris la décision que je ne me représentais pas en 2026, j'ai pris la décision que, par contre, ma dernière année comme député, j'allais m'y consacrer à plein. Mm-hmm. Alors donc, je suis pas en train de réfléchir. Je le sais que ça va être en défense de droit. Je sais que ça va être en rassembler les gens. Je vois comment les décideurs divisent. Puis je le sais que c'est dangereux. Je le vois ce qui se passe dans l'Europe. Je le vois ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe à Minneapolis actuellement, là, ça peut se passer ici demain matin. Ça s'est passé à Québec, à la Grande Mosquée de Québec. Ouais. Faut jamais oublier ça. Semer la haine, ça génère la haine. Alors moi, je vais offrir au Québec tout ce que j'ai, qui est le plus précieux, qui est la seule chose, hein. Mère au front dit toujours, la seule arme de construction massive, c'est l'amour. Et c'est ça que je vais offrir au Québec par la suite. Mais comment je vais le faire, je ne sais pas. Ça va venir. Et j'ajoute, t'es pas la première politicienne queer. Il y en a un qui est même chef d'un parti politique. Je peux le nommer, c'est Éric Duhem. Ouais. Et quand tu vois Éric Duhem parler de nos communautés, j'imagine que les chutes doivent te dresser sur la tête. Exactement. Je me dis, en fait, je suis pas trop surprise, là, mais je me dis, mais voyons, où c'est qu'il vit, lui? De qui il est entouré pour penser Parce que c'est lui qui a parti la guerre contre les drag queens dans les... Exact. Oui. Exact. Mais il est au Parti conservateur. Je veux dire, pour moi, je tombe pas en bas de ma chaise, là. Mm-hmm. Tu sais, retourner les femmes à la maison, là, c'est pas une invention du siècle, ça, là. Pas une invention de Duhem, ça, là. Mettre l'emphase sur les minorités pour les ostraciser, pour peut-être pas faire voir l'autre côté de la médaille qui est proposée par ces partis politiques-là. C'est vraiment décevant, mais voilà, il s'assumera, puis il vivra avec ce qu'il veut. Mais moi, je pense que nous, notre responsabilité, c'est de mettre... il faut mettre en lumière. Tu sais, quand le Parti québécois remet en cause que l'enseignement, que dans notre cursus scolaire, on parle de l'identité de genre au primaire, je me dis, what the fuck? Il faut que le monde sache ça. Mm-hmm. Hein? Pas parce que tu parles de l'identité de genre que tu es en train de faire du proxélytisme. Puis anyway, ça n'existe pas, ça, le proxélytisme. Le monde, quand t'es gay, puis quand t'es lesbienne, puis quand t'es bi, puis quand t'as pas été assigné au bon sexe, t'as pas été assigné au bon sexe. Puis au Québec, on a même maintenant la reconnaissance des personnes non-binaires. Mais on est un peu fourré parce que la langue française est binaire en tabarnak. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on est capable d'y arriver, on est intelligent. Il me reste 2 minutes, puis j'aimerais ça parler à Manon. Oui. La Manon, la personne. Comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Je vais bien. Je me rends compte que le monde dans lequel on vit actuellement, est un monde où l'intolérance monte en flèche. Ça m'inquiète. Moi, je suis né dans un pays, le Québec,
où l'égalité des chances était notre objectif collectif. Puis je me vois bien qu'on s'en va pas là. Puis ça m'attriste profondément. Mais t'es amoureuse? Ça va toujours bien? Je suis amoureuse. Tu vas avoir du temps maintenant pour ta vie de couple? Voilà. Que je puisse prendre soin de mes amours, que je puisse prendre soin de mes enfants, que je puisse prendre soin de mon père. Mon père est encore vivant. Voilà, j'aurai ce temps-là et je le prendrai. Et je commence à le prendre un peu plus d'ailleurs. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite? La santé. Puis l'amour. Puis on te le souhaite. L'amour, je pense que c'est pas mal là, mais on te le souhaite pareil. Merci, je te Manon souhaite Massé, merci beaucoup. Manon Massé, qui est encore et qui va bientôt quitter la politique partisane, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Québec solidaire, qui a été ancienne porte-parole féminine. Merci beaucoup. Merci de cette belle entrevue. Je vous rappelle donc, Affirmation est une production de Canal M. Je suis l'animateur, le réalisateur et le recherchiste. Ça, je fais à peu près tout, sauf la mise en onde qui est de Mathieu Tassé. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.